Allez, je vous propose d'y aller. Euh, Du coup, bonjour, bienvenue à tout le monde. Bienvenue sur ce webinaire qui est consacré aux problématiques et aux dynamiques que l'on peut observer dans les magasins de producteurs. Ce webinaire est organisé par l'Association nationale de développement TRAM. Moi, je suis Thierry Ponce, je suis membre de l'équipe projet circuit court. Je travaille en particulier sur les transitions humaines et organisationnelles. Voilà, et c'est moi qui vais animer cette radio. Donc, je vous rappelle que cette radio, on continue à l'appeler radio, même si c'est en webinaire. On avait commencé comme ça. C'est à destination des agriculteurs qui sont impliqués dans les magasins de producteurs, mais aussi des salariés qui travaillent pour ces magasins. C'est à destination aussi de tous les porteurs de projets, projets collectifs de magasins, et puis les agents de développement, les conseillers qui accompagnent toute cette dynamique-là. Donc, l'objectif de ces webinaires, c'est de nous permettre d'approfondir nos connaissances tout en étant chez soi, sur son lieu de travail. Et on essaie d'aborder une thématique à chacune de ces rencontres qui concernent les magasins de producteurs. Donc, ça va durer 1 heure. Généralement, on essaie de consacrer 3/4 d'heure au témoignage des personnes que l'on a contactées en fonction de la thématique. Et on se laisse un temps d'échange, questions-réponses à la fin du webinaire. Voilà. Et du coup, je vois qu'Alexandre est arrivé. Donc, c'est très bien. Bonjour. Ouais, désolé, mais j'ai cherché le lien, j'ai pas trouvé. Voilà. OK. Alors, aujourd'hui, donc, on a choisi d'aborder une thématique qui est assez complexe, qui s'adresse à des magasins de producteurs qui ont mis en place un rayon boucherie traditionnel. On n'est pas sur un rayon où les gens se servent sur des produits préemballés et emballés. On est bien sur l'existence au sein du magasin de producteurs d'une boucherie traditionnelle. Et du coup, la place des salariés qui s'occupent de ce rayon-là et les relations qu'il peut y avoir avec les autres acteurs du magasin de producteurs. Et donc, comme d'habitude, on essaie de s'appuyer sur l'expérience de 2 magasins de producteurs et on a fait appel à une expertise qui est bien connue dans le milieu. Donc, je vais vous demander de vous présenter peut-être les uns après les autres. Je ne sais pas par qui commencer. Tiens, peut-être par Alexandre qui vient d'arriver. Ouais, j'ai gagné. Voilà. Donc, moi, Alexandre Lois, je suis éleveur à Caen et je suis associé au magasin Esprit Fermier qui est à Glizy, juste à côté d'Amiens dans la Somme. Éleveur vache allaitante. Voilà. Très bien. OK. Et on passe peut-être la balle à Aurélien. Aurélien. Bonjour à tous. Ouais, donc moi, Aurélien Noyer. Donc j'ai pris la direction du magasin Esprit Fermier là, au mois de janvier. On est un magasin qui associe 11 producteurs. Avec aujourd'hui, on est 6 salariés, moi y compris, dont un boucher et un apprenti boucher qui vient en stage là, de temps en temps. C'est un magasin qui a bien tourné au démarrage en 2019 quand ils ont ouvert il y a 2 ans, qui connaît un petit peu plus de difficultés à retrouver un rythme de croisière là, suite post-Covid. On espère terminer l'année sur un chiffre d'affaires avoisinant les 1,5 million. Donc avec un grand rayon boucherie traditionnel. Tout à fait. OK. Oui, donc qui a une place importante dans votre magasin. Ça fait partie du rayon qui attire le plus de gens. Donc effectivement, oui, ça prend de la place. OK. Très bien. Après, on peut continuer par Ghislain, peut-être. Oui, bonjour. Ghislain Trigueros, directeur de la coopérative Saveurs Fermières, qui regroupe une 50aine de paysans coopérateurs à Limoges sur 2 magasins, qui emploient une 15aine de salariés, avec un rayon boucherie traditionnelle, bien sûr, une fabrication de charcuterie aussi et de plats cuisinés sur place. Voilà. OK.
Merci. On passe la balle à Cédric. Oui, bonjour, Cédric, je suis responsable boucherie, charcuterie traiteur du magasin depuis 1 an environ maintenant. Donc avec une équipe de 5 bouchers, un charcutier et un cuisinier. D'accord. Il y a, il y a un petit moment que tu es Moi, salarié. ça fait 14 ans que je suis à Saveur Fermière. Voilà. Donc, tu connais bien le magasin et tu Ouais, as vu son évolution aussi. tout à fait. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux magasins. Voilà, un qui a pas mal d'ancienneté, qui a un gros rayon boucherie. Et puis, du côté de la Somme, bah, vous êtes plus récent, une ouverture plus récente. Et donc, avec des problématiques, on va voir quelles sont-elles, et qui sont sans doute un peu différentes, mais que peut-être Saveurs Paysanne avait vécu à son démarrage. Alors, dernier invité, bah, c'est Yves. Je te laisse te présenter, Yves Arnaud. Bonjour Yves Arnaud, donc je suis responsable de la filière viande à l'ENIL lycée agricole à Aurillac et nous faisons donc de la formation, de l'appui technique, du conseil pour nos élèves et puis pour pas mal de producteurs fermiers, donc sur des thématiques très pratiques, transfo, charcuterie fermière. Et puis nous faisons également de la formation sanitaire auprès des points de vente collectifs, des audits. Du coup, dans ces points de vente, c'est vrai que de plus en plus, on voit de rayons traditionnels. Donc voilà, avec, je dirais, une expérience dans le domaine de la formation, et on verra du coup, je dirais, des bons exemples. Je vous donnerai des exemples un peu moins. Et puis pour moi, voilà, je vous présenterai un petit peu la clé de ce que je pense pour pouvoir avoir de la réussite dans ce domaine-là. Ok, donc on attend effectivement ton regard d'expertise et puis qui a vu beaucoup d'expérience et du coup qui a des points de repère qui sont intéressants de diffuser là pour arriver à se situer sur cet aspect-là, qui, comme je le disais au début, est quand même très complexe. Alors, ce que je voulais vous proposer, c'est peut-être de rentrer dans le premier sujet qui est finalement quand on décide de mettre en place un rayon boucherie traditionnelle au sein d'un magasin de producteurs. Peut-être les premières questions à se poser, c'est finalement qu'est-ce qu'il va faire, quoi. Qu'est-ce qu'il ou il au singulier ou au pluriel vont faire, puisque on imagine qu'il y a plein d'activités et plein de tâches à assurer. Donc on va se baser sur vos témoignages. Je sais pas qui veut commencer, peut-être Saveurs Fermière. Comment vous êtes organisé finalement chez vous? Ils font quoi les bouchers? Qu'est-ce qu'ils font les bouchers? Je te laisse parler. Eh ben, nous, au niveau boucherie, on reçoit tout en carcasse. Et après, on travaille tout de A à Z jusqu'à la mise en rayon et la vente en traditionnel. Et une partie pour la partie charcuterie et une partie pour la partie cuisine, pour tout ce qui est traiteur, plat cuisiné en vente rayon. Et une partie libre service aussi en charcuterie. D'accord. Ça, c'est c'est les tâches essentielles. Est-ce qu'il y en a d'autres qui apparaissent moins ou qu'on voit moins, mais que vous réalisez quand même? Après, nous, non, il n'y a pas spécialement de choses qu'on voit moins, quoi. Nous, c'est vraiment le gros du travail. C'est vraiment de la carcasse à la vente, quoi. Donc, on fait tout de A à Z, du début à la fin. D'accord. Ok. Est-ce qu'on peut savoir comment vous faites côté l'esprit fermier? Vos bouchers, ils font quoi? Alors, je vais prendre la parole, Alex, si tu veux bien. Vas-y, prends-la, ouais. Aujourd'hui, les bouchers, ce qu'on leur demande, c'est effectivement de réceptionner la marchandise, donc aussi bien de la carcasse, mais ça peut être aussi du pad, ça peut être aussi du LS. Donc ça, c'est vraiment la partie réception marchandise, mais après, forcément, il y a la découpe, il y a la mise en rayon, et puis après, il y a ce qu'on attend aussi d'eux, qui n'est pas forcément fait à chaque fois, c'est la partie traçabilité, la partie étiquetage, et tout ce qui est partie réglementaire, entre guillemets, qui doivent accompagner leur métier au quotidien, mais qui n'est pas forcément d'actualité, quoi. C'est-à-dire on fait l'essentiel sur tout ce qui est mise en rayon, découpe, j'ai pas de souci là-dessus. Par contre, sur la partie réglementation, hygiène, suivi de traçat, étiquetage, etc., c'est là où c'est un peu plus compliqué.
D'accord. Oui. Ça fait partie, je voulais pas le dire, vous le laissez dire, mais des choses qu'on voit moins, peut-être. Et du coup, ça se passe comment sur ces points-là, saveur fermière, là? Est-ce que les bouchers Ouais, sont impliqués sur ces tâches-là aussi? oui, c'est compliqué aussi, hein, avec le différents flux de carcasses, de différents producteurs qui se croisent dans le frigo et dans le rayon. C'est vrai que des fois, c'est compliqué. Souvent, c'est compliqué au niveau de la traçabilité. Donc, bon, nous, on sait ce qu'on a, mais de mettre en œuvre, de mettre en place un suivi écrit ou informatisé, c'est compliqué. D'accord. Mais c'est des tâches aussi qui font partie de Ah bah, vos tout à missions, fait, de oui, vos activités. oui, oui, D'accord. complètement. Et du coup, ça aborde un point, je sais qu'on avait discuté avec Yves, peut-être que donner un peu des points de repère, effectivement, entre un boucher à qui on demande de faire uniquement de la découpe, de la mise en rayon, par rapport à un boucher qui doit assurer la traçabilité, l'étiquetage, le suivi, etc. Est-ce qu'il y a des repères on peut dire, tiens, pour traiter tant de tonnes de viande, il faut un salarié. Est-ce que tu as des repères comme ça, Yves? Alors, je pense que souvent, au départ, il y a un manque de communication. C'est des aspects, souvent, quand on embauche un boucher, on va regarder vraiment le côté technique, savoir-faire, et tous ces aspects-là un peu secondaires, on laisse de côté au départ. Et c'est souvent, derrière, ce qui va créer des problèmes, des tensions entre les producteurs et les bouchers. Donc, je pense que le souci, par expérience, je vois dans les ateliers ou dans les magasins avec ateliers derrière où ça se passe bien, c'est lorsqu'il y a implication des producteurs. Et je pense que souvent, le souci, il vient pas des bouchers, il vient des producteurs qui pensent avoir des gens exceptionnels qui vont faire du tonnage, de la mise en rayon, de la traçabilité, du sanitaire. Ça n'existe pas, quoi. Donc, il y a souvent, en fait, un manque d'implication des producteurs. Et du coup, il faut commencer par le début. Il faut que la personne qui embauche, le patron, les patrons, commencent à maîtriser tout cet aspect-là avant d'embaucher quelqu'un. Donc, après, ça peut être du donnant-donnant, mais ça peut être fait en partie par les bouchers. Mais je pense que ce qui est absolument indispensable, tous les ateliers où il y a des soucis, on le voit, c'est quand les producteurs commencent à déserter les ateliers. C'est chiant, hein, parce que vous avez du boulot à faire, parce que ceci, parce que cela. C'est le début de la fin, quoi. Donc, là, j'étais dans un magasin il n'y a pas longtemps où ils ont mis en place depuis le mois de juin une permanence, comme il y a des permanences à la vente, il y a une permanence d'un producteur dans l'atelier pour toutes ces tâches, je dirais, non productives. Et comme par hasard, depuis, les choses vont beaucoup mieux, quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important à prendre en compte. Alors, sur un atelier, un boucher, souvent, on dit, quand là, il y a de la vente, c'est différent, mais un atelier, un boucher qui va faire uniquement de la découpe et tout, on dit à peu près 40 tonnes par an. Par contre, si le boucher il doit s'occuper du planning, de la traçabilité, du sanitaire, d'aller à l'abattoir, du nettoyage, de la désinfection, de ressort la DPP, mais quand il aura fait 10 tonnes, ça sera le bout du monde, quoi. Ok, bah, déjà, ça nous donne des bons points de repère, hein, pour pas partir sur des choses qui ne sont pas tenables. Alexandre, toi, en tant que producteur, là, comment tu réagis à ce que vient de dire Yves? Ah bah, je suis tout à fait d'accord. Le problème, en fait, c'est qu'on arrive, enfin, je parle de mon expérience personnelle. Je suis arrivé sur le projet avec pas d'expérience en atelier boucherie, pas de connaissances techniques. J'ai la capacité, comme tout le monde, de calculer un rendement. Pour rappel, à l'origine, moi, je fais de la vente directe de viande à la ferme. Je fais sous-traiter la découpe et je vends en sous-vide. Donc, c'est assez simple de tirer un rendement sur une découpe de viande. Arriver dans l'atelier boucherie avec, comme l'expliquait le collègue tout à l'heure, des flux qui se croisent entre producteurs, entre types de viande. Enfin, on est sans connaissance technique, on est rapidement débordé, quoi. On n'arrive pas j'en parlais l'autre jour, hein, le problème c'est d'être en capacité de lire ce qui se passe à l'intérieur de l'atelier, quoi. De lire les flux, savoir par où commencer. Et du coup, d'avoir des outils qui permettent justement de mettre en place la traçabilité, quoi, d'avoir une trame en fait, pour pouvoir lire ces flux et puis voir ce qui va pas. Enfin, voilà. Ok. Quand Yves propose que, il y a un producteur qui soit présent sur le rayon boucherie, comment tu réagis?
Est-ce que ça te semble du domaine du possible ou... Et ça me semble du domaine du possible, oui. Il faudra sûrement que je lâche un petit peu sur la partie vente, hein, obligatoirement. Là, je peux plus diluer mes semaines, donc. Mais oui, ça paraît évident. Ça paraît évident d'être en appui. Enfin, on voit comment ça se passe aujourd'hui. Si on veut que les choses s'améliorent, il faut être en capacité d'appuyer le boucher qui est en place dans le magasin, quoi. Il peut pas tout faire. Ça paraît logique. Okay. Sur la répartition des tâches, justement, peut-être Saveurs Fermières, là, petit à petit, avec l'expérience, vous êtes organisé comment? Et quelle est la place des producteurs aussi derrière? On l'a expérimenté, quoi. Après, c'est vrai que ça bouge beaucoup aussi au sein d'un magasin de producteurs. Historiquement, il y avait peut-être des éleveurs qui, au début, étaient un peu plus impliqués au rayon boucherie. Mais c'est vrai que ce que dit Yves, c'est tout à fait juste et on l'a vécu quand même assez souvent. Tout le monde en a conscience, ils en ont conscience, on en parle en réunion, mais effectivement, ils fuient aussi, enfin, certains éleveurs fuient un peu cette présence au sein même de la boucherie, quoi. Et on voit que c'est vrai que des dernières années, on le ressent, hein, au bout d'un moment, ils se débrouillent, ils sont autonomes, ils vont gérer. Et en fait, c'est un peu, enfin. Alors, on attendrait des fois un peu plus de certains producteurs et je pense que nous, dans notre fonctionnement, il y a quand même 10 000 heures de producteurs consacrés à l'activité des deux magasins. Alors, il y a de tout, hein. Il y a du ménage, il y a de la caisse, il y a de la vente, bien sûr, de la tenue de caisse, de tenue de rayon. Il y a aussi de la production derrière, en soutien à la production, surtout plat cuisiné. Et puis, il y a tout un tas d'autres tâches. Mais ça serait peut-être pas idiot, et on l'a jamais fait, de créer une permanence, finalement, 5 heures, ne serait-ce que 5 heures hebdomadaires d'un éleveur, un des plus importants ou un des plus compétents, celui qui veut, mais 5 heures hebdo pour accompagner, faire le point avec le chef boucher, voir comment améliorer les outils et puis permettre justement de sortir des marges un peu plus souvent. En termes de traçabilité, on est plutôt bien, on réceptionne bien les carcasses, il y a un suivi. Alors, Cédric, ce qu'il disait tout à l'heure, c'est vrai que on l'avait évoqué la dernière fois, mais on peut se retrouver forcément avec des bêtes qui se croisent en vitrine, en rayon. Après, on sait quand même quelles sont ces bêtes, on a la traça, on sait quelles sont les bêtes concernées. Maintenant, comme je vous le disais, oui, sur un rayon, on ne va pas attendre qu'une bête soit complètement finie. Je fais pareil pour les légumes, qu'on ne va pas attendre qu'une caisse soit complètement vide pour en remettre une autre, parce que commercialement, c'est pas l'idéal, quoi. Après, on peut avoir deux vaches qui se croisent pendant une journée. Il suffit de savoir à qui, voilà, on le sait à qui elles appartiennent et si vraiment, enfin là-dessus, on est plutôt clean, quoi. Moi, ce qui m'interpelle surtout, et je pense que ce qui peut servir aux magasins de producteurs, c'est d'améliorer les marges surtout et d'identifier, enfin, d'être meilleur en fait sur la rentabilité parce que c'est ce qui questionne un peu tout le monde dans les magasins de producteurs. Et c'est difficile de tout identifier, de tout peser, de tout au quotidien, de peser tous les déchets. Enfin, il y a peut-être des techniques simples qui ne prennent pas de temps, beaucoup de temps pour le faire, mais moi j'ai plutôt tendance à dire qu'il faudrait le faire voilà, tous les 2-3 mois, de manière assez régulière sur chaque espèce, quoi. Alors, on y reviendra tout à l'heure, hein, sur cet aspect-là qui est très important. Ouais. Juste avant, je voudrais avoir sur l'idée qu'il y a un producteur qui soit présent au rayon boucherie. Je voudrais avoir la réaction de Cédric. Est-ce que tu as déjà vécu ça ou comment tu réagis par rapport à cette idée-là? En boucherie, oui, ça pourrait être bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne un peu plus souvent. Sur le rayon de boucherie, principalement, on n'a jamais vraiment connu de producteurs qui s'investissent dans le rayon vraiment en interne. Ils s'investissent, mais bon, plus en réunion, en approvisionnement, tout ça. Ouais. Mais après, le rayon en lui-même, il ne s'en occupe pas du tout, quoi. Donc, c'est vrai que ça pourrait peut-être être bien qu'il y en ait un ou deux qui de temps en temps viennent et se rendent compte aussi de tout ce qu'il y a à faire et de comment on peut le faire. Et puis voilà, parce que bon, c'est pas toujours facile. Oui, déjà vraiment bien voir la réalité de votre travail au quotidien et puis du champ de contraintes qui est assez fort. Ok.
Du coup, je veux bien enchaîner sur sur le terrain sur lequel était Ghislain, là, sur comment on assure la traçabilité, quelles problématiques ça vous pose, et du coup derrière, bah oui, comment vous arrivez à calculer des choses qui sont autour du rendement des carcasses et de la valorisation aussi des différents morceaux. Est-ce que vous pouvez témoigner comment vous faites ça? Simplement, on ne fait pas. C'est pas fait. Aujourd'hui, nous, c'est pas fait. Clairement, il y a pas de rendement sur les bêtes. Après, on sait ce qu'on achète, on sait ce qu'on vend. En fait, on fait la bascule, on va dire, au moment de l'inventaire, quoi. C'est juste ça. Donc, calculer une marge, c'est impossible à faire sans avoir un détail de la carcasse, quoi. À la limite, on s'y retrouve plus facilement quand on achète du pad que quand on achète de la carcasse, quoi. Parce que là, pour le coup, vous avez un vrai prix d'achat, un vrai prix de vente, et puis vous savez ce que vous avez mis à la poubelle. Après, pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit aussi précédemment, je pense que la personnalité du boucher en tant que tel, elle fait aussi beaucoup de différence, hein. Nous, on avait 2 bouchers avant, on est passé à un. Euh, Depuis qu'il est tout seul, bizarrement, il y a des choses, enfin, il s'est organisé différemment et il y a des choses qui sont en train de sortir. Alors certes, il a peut-être un petit peu moins d'activité, mais il est en train de nous sortir des trucs qu'on ne voyait jamais avant, quoi. De la traçabilité, des fiches de production avec des DLC, etc. C'était des choses qu'on ne voyait jamais avant dans le magasin, quoi. D'accord? Bah ouais. Est-ce que vous avez à témoigner là-dessus aussi, les infirmières? Pardon, Alexandre, tu voulais intervenir. Non, mais je disais que oui, là nous on a vu un changement. Donc déjà on traite plus beaucoup de carcasses, on passe par le pad. Et puis la personne, comme dit Aurélien, la personne s'est prise en main, quoi, et bah, répond un petit peu plus aux attentes, quoi. Nous, en fait, on a traversé un truc aussi en tant en tant que manager, on a vu les choses évoluer sur notre magasin. On faisait le double de chiffre d'affaires sur la première année. On avait 2 bouchers en place. Et là encore, dernièrement, on avait 2 bouchers en place pour faire la moitié du chiffre d'affaires. Donc à un moment donné, on était en attente de voir plus de, entre guillemets, plus de travail sur cette partie administrative, gestion, comptabilité de la circulation des flux. Et on voyait jamais rien. Puis ben, il y a un de nos bouchers qui est parti. Le second s'est retrouvé tout seul et il s'est pris en main. Et aujourd'hui, on a plus de résultats avec un jeune qui se retrouve aux commandes. Il a 21 ans, il a peu d'expérience. Et on avait démarré avec un boucher qui avait de la bouteille, quoi, qui avait 50 ans dans le métier, enfin, qui avait 50 ans, et qui a jamais rien mis en place en termes de traçabilité, malgré les demandes des différents acteurs du magasin, les éleveurs associés, l'ancien directeur. On n'a jamais rien vu, quoi. Et puis d'un seul coup, là, on a quelqu'un qui arrive et qui commence à mettre en place des choses. Et donc voilà, quoi. Donc moi, après, c'est pareil, hein, pour revenir un petit peu sur ce qui a été dit avant. Moi, je suis OK pour intervenir, mais intervenir dans l'atelier boucherie, mais par où commencer, quoi. C'est un petit peu toujours quels outils on met en place pour se rendre utile, quoi. Parce que moi, aller faire des paupiettes, je peux toujours aller aider, mais c'est pas ce qui m'intéresse, quoi. C'est pas ce qui intéresse le magasin, dans le fond, quoi. Ouais. Alors, du coup, du côté serveur infirmière, qu'est-ce que vous avez mis en place des choses là pour justement améliorer tout ce qui est traçabilité et puis pour répondre aux attentes des éleveurs sur les histoires de rendement, etc. Est-ce que vous arrivez à mettre des... Ouais, comme je le disais, hein, pour les rendements matière, on fait régulièrement, mais pas assez souvent, des calculs de rendement et des calculs de rentabilité aussi enfin, monétaire, quoi, sur certaines espèces, mais on le fait pas assez souvent, hein. Moi, je sollicite souvent Cédric pour le faire et c'est pas assez ritualisé et ça mériterait surtout en ce moment de le faire beaucoup plus souvent, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire suffisamment régulièrement et à mon sens en tout cas. Après, Et ce serait compliqué à mettre en place excusez-moi, je vous coupe la parole, à mettre en place en continu, en fait. Parce qu'aujourd'hui, vous le faites ponctuellement. Oui. Et c'est comme un résultat comptable. Quand on l'a, il est déjà trop tard.
on le fera en continu pour se donner des leviers pour faire évoluer les choses, parce que constater qu'on fait un rendement qui est correct ou qui est mauvais, c'est une chose, mais le fait de le faire en temps réel et de dire voilà pourquoi j'ai obtenu tel rendement, j'ai dû casser tel morceau ou tel morceau n'est pas parti vers le traiteur, pourquoi? Enfin, vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Bah, ouais. Après, c'est Ce serait pas un objectif. Ouais, enfin, je sais pas, Yves donnera son avis, mais avoir des outils en temps réel, en permanence je pense qu'on peut avoir des indicateurs et utiliser des outils. Je vous avais parlé la dernière fois d'une formation que j'avais fait. Il y a un petit Ouais. logiciel qui s'appelle Bouge ta marge et que j'ai pas eu encore l'occasion d'utiliser et qui peut être intéressant pour voilà, améliorer sa grille tarifaire, savoir un peu quand on a une manière de découper, parce qu'il existe plusieurs façons de découper la viande aussi, et tester par exemple deux, trois types de rendement carcasse et voir un peu ce que ça donne au niveau marge, au niveau tarif de vente. Une carcasse qui va être travaillée l'été, c'est on pourrait le dire, mais ce ne sera pas la même chose qu'en plein hiver, bien sûr, et voir si on est bon sur les prix. Après, je ne sais pas s'il y a des outils plus simples ou faciles au quotidien pour le faire en permanence, quoi. Ça prend aussi beaucoup de temps, quoi. Et du coup, le temps, c'est Ouais. de l'argent. Alors du coup, Non, moi, mais quand c'est le producteur qui intervient, ça coûte moins cher. moi j'aimerais avoir la réaction de Cédric quand vous faites ces exercices justement de suivi qui demandent du temps. Qu'est-ce que ça te demande quoi? Mais ça demande du temps aussi bien à moi qu'à un ou deux de mes gars derrière pour mettre en place toute la partie découpe, pour bien séparer, tout découper de A à Z, parce que le rendement, il faut faire la carcasse entière, quoi. Donc, ça prend du temps à faire, ça prend du temps à peser les déchets, tout calculer. Oui, ça prend beaucoup de temps quand même. Et tout ne va pas être vendu le jour même. Voilà, tout ne va pas être vendu. Et alors après, pouvoir faire la bascule, à vraiment tout repérer au niveau du rayon, ce qui a été fait sur cette carcasse, pour avoir des chiffres nickel au bout, c'est compliqué, quoi. Ok. Yves, toi qui as du recul, tout ça, j'imagine que c'est des problèmes qu'on retrouve ailleurs. Est-ce que du coup, il y a des pistes d'amélioration ou de Alors, je solutions? dirais que c'est plus global, quoi. Les rendements, c'est une chose. Les aspects sanitaires, ça en est une autre. Et puis, un autre point clé, c'est pas trop sur la découpe, mais sur la partie transfo, la qualité des produits transformés. Donc, je pense que c'est au départ que ça se loupe ou que ça se réussit. Souvent, les gens vont trop vite. C'est pareil pour la conception de l'atelier. On voit des ateliers collectifs où c'est catastrophique. C'est que même avec toute la bonne volonté du monde, ben, les gens ne peuvent pas travailler correctement parce qu'ils ont été mal accompagnés. Et du coup, il y a tout un travail. Voilà, nous, on a un magasin qui a été mis en route au mois de janvier. Ça va faire 1 an bientôt. Ça a été 3 ans de suivi, de plans, de re-replans et tout. Tous les producteurs se sont vraiment bougés. Et si on confie ça à n'importe qui, n'importe comment, au frigoriste du coin ou autre, voilà. Donc déjà, bon, là, vous, c'est fait pour vos 2 magasins, mais pour les futurs, il faut prendre le temps, pas aller trop vite. Alors, prendre le temps d'avoir un plan, un vrai plan qui tienne la route. Aujourd'hui, avec les problèmes de coût d'énergie, intégrer toutes les possibilités, et il y en a des tas d'économies d'énergie sur la conception de son atelier. C'est pas concevable qu'aujourd'hui, on ait des gens qui vont monter des ateliers qui tiennent même pas compte de ça. Et je l'ai vu encore il y a 3 semaines, c'est lamentable. Ensuite, sur la qualité des produits, je comprends qu'un producteur qui démarre, bah, lui, c'est pas son métier. Donc, il se dit, j'embauche un boucher, mais forcément, il sait. J'embauche un charcutier, il sait faire. Mais non, le problème, c'est qu'un boucher, on ne leur apprend pas en école de boucherie ces aspects techniques traditionnels. On a perdu Yves. Ouais, on va lui laisser le temps de revenir, peut-être, d'Aurillac. C'est dommage parce que on arrivait dans le vif du sujet là. On est dans le vif du sujet, là. Hein. Oui, oui. Ce que je vous propose, peut-être le temps qu'il revienne, qu'il essaie de se rebrancher. Peut-être que vous
Donc, on aborde ces aspects de, de valorisation, effectivement, des différents morceaux, et notamment peut-être le lien entre… Ah ben voilà, ça y est, Yves est là. On t'entend Vous pas, Yves. m'entendez? C'est bon? Là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Et du coup, on accompagne un groupe en ce moment, ben, ils se répartissent les tâches. Et là, ben, on en a deux producteurs, un producteur et une productrice en ce moment, qui sont entrés en des formations sur les bases de la technologie fermière. C'est pas pour ça que c'est eux qui vont aller dans l'atelier, faire les paupiettes, les terrines et tout ça. Mais par contre, quand il y aura le boucher, les patrons, ça restera les producteurs. Et les producteurs, ils vont dire, voilà, on vire le sel nitrité, on vire tous les œufs et on travaille en technique traditionnelle. Et je trouve ça lamentable. Alors, je trouvais que c'était mieux. Et là, ça fait 2 ou 3 magasins. Alors, les réponses, elles sont claires. C'est qu'il y a un gros turnover aujourd'hui des bouchers. Les producteurs ne maîtrisent pas. Là, certains vous dites, ben, on a changé de boucher, c'est mieux qu'avant. Il y en a certains qui ont changé, c'était mieux avant. Et aujourd'hui, ils embauchent des gens qui ont cette technique de travail-là. Et du coup, ben, si le producteur, il ne sait pas expliquer, et le charcutier, il fait ce qu'il sait faire, et c'est lamentable de voir aujourd'hui dans des magasins de producteurs des produits bourrés de nitrite et tout. Alors que dans les rayons de grande surface aujourd'hui, on a de plus en plus, et eux, ils communiquent là-dessus, quoi. Il y a 10% des produits en grande surface qui sont sans nitrite, sans conservateur, c'est mis en gros. Donc, voilà. Bon, ça c'est un gros travail. Et pour moi, la bonne formule, c'est prendre le temps au départ. Et le groupe qu'on accompagne en ce moment, par exemple, eh bien, on a en formation les producteurs qui viennent avec les futurs bouchers. Ils ont déjà embauché un boucher, un charcutier. Ils viennent en Aurillac ou on va chez eux, peu importe. Et la formation, et c'est hyper intéressant. Parce que là, vous impliquez le boucher. Alors, le boucher qui se dit, moi, je sais tout, je ne vais pas aller me former à l'âge que j'ai. Bon, déjà, vous avez compris l'état d'esprit. Et c'est vrai que là, on a un groupe en ce moment, le boucher, il a une 50aine d'années, mais j'ai dit aux producteurs, vous avez la poule aux œufs d'or, là. Surtout celui-là, le lâchez pas, quoi. Et un gars qui a connu, qui a plein d'expérience et qui veut vraiment travailler sur des produits de qualité et qui vient chercher ces bases-là, quoi. Et là, c'est gagné, quoi. Donc, c'est tout ce travail en amont, des bouchers, des charcutiers, avec les producteurs en amont. Et là, à partir du moment où vous avez des gens comme ça qui sont super efficaces, ils vont demander un prix, ça c'est clair, et on a des salaires élevés, mais on ne va pas payer un mec à 40 euros de l'heure chargé, comme je l'ai vu il n'y a pas longtemps, pour lui faire remplir des papiers, de la paperasse. Ça, vous le faites, vous trouvez quelqu'un ou une secrétaire. Mais par contre, ce gars-là, il faut qu'il soit sur la viande, il faut qu'il soit derrière le rayon de boucherie, il faut l'utiliser pour ce qu'il sait faire, pour ses compétences, quoi. OK. Les dispositifs de formation, on y reviendra peut-être à la fin du webinaire. Il y a des fonds de formation pour prendre ça en charge. Et donc, ça peut permettre de former, y compris effectivement les salariés qui vont se former soit à Aurillac, soit sur place, quoi. Sur la valorisation, c'était important, on en avait discuté ensemble, Yves. C'est aussi une façon une façon différente de découper les carcasses et de valoriser chacun des morceaux, quoi. Alors, sur la partie valorisation, sur les études de rendement, ben, c'est vrai que ça va dépendre beaucoup de l'expérience du boucher en amont. Et c'est compliqué des gens, quand on leur a dit dans leur métier en amont, faites du volume, il faut aller vite, vite, vite et vous occupez pas trop de la qualité. Ça marche pas en produit fermier, en magasin de producteurs. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des gens, même les producteurs, sur le choix des bouchers. Souvent, ils se loupent. Et ce qu'il faut, c'est des gens qui ont l'habitude d'avoir fait du trad en boucherie haut de gamme, quoi. Ça, c'est les bons profils, quoi. Ensuite, en termes de rendement, c'est vrai qu'on ne peut pas demander à un boucher d'aller tout peser toutes les semaines et tout. Ça peut être fait une fois parce que c'est un peu plus calme ou autre. Il y a des outils qui existent, il y a des logiciels, mais il faut les remplir. Donc, les logiciels, c'est pas eux qui vont aller peser tout le détail des viandes, hein. Donc, mettre dans un tableau, c'est pas compliqué. Donc, de toute façon, ça prendra du temps, logiciel ou pas. Par contre, dans les solutions, ce qui peut être intéressant, nous, c'est ce que l'on fait à l'école, c'est de prendre des stagiaires, des BTS Axe ou autres, ou des gens en compta gestion. Ça peut faire des bons thèmes de stage. Et là, on a un magasin de producteurs là, qui a pris une fille qui est en master, donc sur tout ce qui est économie,
agronomie, etc. Mais ça, bon, elle ne fait pas que ça. Mais du coup, dans son travail, ça a été hyper intéressant. Hein. Ça a été de partir de l'amont, d'avoir du coût de production, parce que déjà, souvent, les producteurs, ils connaissent même pas le coût de production de leurs animaux sortis ferme. Donc, c'est compliqué d'avoir les rendements derrière. Elle est partie de là sur 2 exploitations différentes et ensuite, elle est allée avec les bouchers et c'est elle qui s'est coltinée à tout peser. Et bon, ça a été sur 2 vaches, mais vous voyez, sur 3 mois, elle a fait 2 vaches de 2 producteurs différents. C'est pour dire que c'est lourd, quoi. Et en tout cas, bon, voilà, il y a 2 producteurs qui ont des résultats. Alors, c'est intéressant parce que c'est sur des animaux différents, sur une transformation différente, avec des écarts de prix différents aussi et des marges vraiment différentes, quoi. Et là aussi, c'est complexe, mais aujourd'hui, moi, je vois qu'on a des gens qui mettent pas des animaux de qualité dans les rayons, et du coup, voilà, il faut pas dire au boucher, voilà, comme je dis souvent, hein, d'une chèvre, vous ne ferez pas une blonde d'Aquitaine, quoi, hein, même si le boucher il est exceptionnel et même s'il y a 3 semaines de maturation. Donc là aussi, je pense que j'étais au Pays Basque il n'y a pas longtemps, et c'est vrai que le cahier des charges Idoki, ça c'est une référence, et aujourd'hui ils ont mis comment dire, un cahier des charges pour que les producteurs puissent rentrer les animaux dans les ateliers. Et je peux vous dire qu'ils font pas de cadeaux. Quant à l'abattoir, ça correspond pas. La carcasse, elle reste à l'abattoir. Ils disent au producteur, tu te démerdes, tu vas la récupérer. Bon, et du coup, ça commence par là aussi. C'est un travail de fond, mais on peut pas faire passer n'importe quoi, n'importe comment dans les magasins et mettre ça sur le dos du boucher. Elle est dure parce que le boucher a mal découpé, comme je l'ai vu, quoi. Donc c'est un travail de fond, mais il faut qu'il y ait un vrai voilà, c'est qualité, qualité, qualité. Il vaut mieux des fois en faire moins. C'est ce que je vois. On a des petits magasins de producteurs qui font pas forcément beaucoup de volume, qui ont des marges excellentes, que la tête dans le guidon, on bosse, on bosse, on bosse, on bosse, on bosse, et puis à la fin, il reste pas grand-chose, quoi. Donc, il vaut mieux relever la tête du guidon de temps en temps. Et c'est vraiment une expertise globale qu'il faut avoir et travailler sur ces marges-là, c'est sûr. Mais c'est vraiment un tout, quoi. C'est vraiment un tout. Hein. Oui. Alors, du coup, on a glissé sur un autre des sujets qu'on voulait aborder. Effectivement, c'est l'approvisionnement de ces rayons boucherie. Du coup, comment ça se passe sur Saveurs Fermières? Quel lien il y a entre l'atelier, les producteurs et le magasin? Moi, je travaille avec les producteurs au niveau des plannings. Ils me préparent un planning suivant eux, leur cheptel avec les naissances, tout ça, pour avoir un planning sur plusieurs mois de ce que je vais faire rentrer. Après, moi, je gère en fonction des semaines les abattages et les livraisons. Après, au niveau de la qualité, c'est vrai que des fois, il y a un peu de différence d'un producteur à un autre ou d'une période à une autre. Il y a des vaches qui sont pas, ou des vaches ou des veaux, peu importe, qui mériteraient peut-être de ne pas rentrer, mais qui rentrent quand même. Donc là, après, c'est vrai que c'est difficile, oui, comme on disait, de faire des rendements ou des choses comme ça quand on a une vache avec une carcasse de 450 kilos, avec un super engraissement et que la semaine d'après, on en a une de 350 où il n'y a pas de gras. Forcément, on ne va pas avoir les mêmes rendements, la même chose à la fin, quoi. Et la même satisfaction clientèle. Et la même satisfaction clientèle, oui. On le voit bien en rayon, hein, une vache qui n'a pas de gras, qui a un faux filet qui est ridicule dans le rayon. Le boucher, mon gars, à la vente, il peut faire tout ce qu'il veut, le client, il ne le voudra pas. Après, quand on a un super faux filet avec du persillé, avec une petite pellicule de gras, il le vend sans même pousser le client dessus, quoi. Oui. Et du coup, quand ça se présente, alors il peut y avoir effectivement une bête qui tombe mal, etc. Mais quand ça se renouvelle, comment vous régulez ça dans votre magasin et avec les producteurs? Comment je régule? Je le fais savoir, je le dis, et après, ça se règle entre eux en réunion, ça se règle ou pas. D'accord. Voilà, ça se règle. Mais il est arrivé que certaines carcasses restent à l'abattoir, mais ça a été quand même assez rare. On avait moins d'irrégularités. Ces derniers temps, il y en a eu un peu plus. Des nouveaux éleveurs qui manquent d'expérience peut-être ou de capacité à bien engraisser. Après,
ils sont pas toujours d'accord sur les critères de qualité qualitatif de ce que c'est qu'une bonne vache, surtout en ce moment avec l'augmentation des coûts d'aliments. Est-ce que les critères vont rester les mêmes à l'avenir aussi? Est-ce qu'il faut, enfin, voilà, vaut mieux une vache à l'herbe, une vache fortement engraissée. Euh, voilà, enfin bon, ils sont pas toujours d'accord, mais sinon, oui, comment ça se passe, c'est que ça se règle en réunion de conseil d'administration ou entre éleveurs, quoi. Il y a des visites aussi exceptionnelles, mais sur les fermes, quoi. L'idée, c'est de tirer vers le haut, mais c'est pas évident, le temps manque souvent, et voilà, quand il y a un éleveur vraiment qui pose problème, oui, il est convoqué en CA, et puis ils essayent de faire changer un peu, de faire évoluer dans le bon sens, quoi. Après, globalement, on a quand même des bêtes de bonne qualité, Ah ça oui, va oui, fermière, quoi. ça. Il y a de l'irrégularité, j'en parlais la dernière fois sur l'agneau, voilà, vous avez que 3 éleveurs d'agneaux, il y en a 2 qui sont en baronnais viande, et puis il y en a un en laitier, quoi. Donc forcément, ça ne fera pas la même viande à l'étal, quoi. D'accord. Euh, voilà, c'est des petites problématiques. Ce qu'il faut, c'est surtout bien communiquer avec la clientèle, expliquer mais ça, c'est le rôle des vendeurs aussi, expliquer qu'on n'a pas la même race, qu'on n'a pas la même espèce, expliquer l'histoire, et puis voilà, après, être, être sincère et transparent. En tout cas, nous, c'est notre volonté, quoi. Voilà. D'accord. Du côté de l'esprit fermier, peut-être Alexandre, toi, en tant que ta vision de Ouais. producteur. Bah, nous, pour éviter les problèmes qu'on a rencontrés au début, maintenant, on travaille avec un cahier des charges. Donc, un cahier des charges qui fixe les règles pour pouvoir faire entrer une carcasse, qui parle aussi de valorisation, parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Donc, on est calé sur la norme Europe. Là, quand les animaux sortent de l'abattoir, les carcasses sont classées en fonction de leur conformation, leur note de gras. Et donc, il y a un paiement des carcasses lié à cette note, quoi. Et qui, logiquement, correspond à une qualité de, plus la qualité est bonne, c'est-à-dire plus on est autour de R égale 3, R plus 3, U égale 3, plus le producteur va être rémunéré. Donc ça permet de tirer vers le haut la qualité des carcasses qui arrivent dans le magasin, quoi. Après, on a eu dans l'histoire d'Esprit Fermier, on a eu des accidents, des démarrage. Donc on s'est retrouvé avec des carcasses de race laitière. Voilà, donc ça a été exclu du cahier des charges. On a une liste des races qui sont acceptées à l'intérieur du magasin. Donc aujourd'hui, on travaille principalement de la charolaise et de l'aubrac. En fait, on a deux éleveurs fournisseurs de carcasses en charolaise et moi, je fais de l'aubrac, quoi. Voilà. Donc après, moi, j'essaye, hein, comme j'ai expliqué l'autre jour, depuis le début, de me tenir informé le matin quand j'arrive, faire le tour des chambres froides avec le chef boucher pour discuter un petit peu de la qualité des carcasses, de ce qui est arrivé dans la semaine. Aujourd'hui, ça tourne moins, donc il y a quand même moins de carcasses qui arrivent, quoi, mais ça permet de voir un petit peu ce qui va pas, quoi. Voilà, voilà, voilà. OK. Comment, là, c'est une question que j'adresse peut-être à Cédric, c'est-à-dire que vous êtes à l'écoute de ce que disent les clients. C'est Ghislain qui disait que c'est important aussi d'avoir les retours clients. Sur la qualité de la viande, comment vous organisez le retour aux producteurs, là, entre vous qui êtes un peu intermédiaire entre le client et les producteurs? Le retour, c'est que quand il y a quelque chose qui va, il faut le dire. Mais quand ça va pas, faut le dire aussi, quoi. Donc, quand on dit, mais c'est toujours délicat d'aller voir le producteur qui est aussi son patron et de lui dire, écoute, ta vache, elle était pas bonne. Donc, bon, on essaie d'y mettre les formes, mais bon, en règle générale, ils l'entendent et ils essaient de voir ce qui a pu se passer, pourquoi, et d'éviter que ça se reproduise, quoi. Oui, c'est important. Yves, est-ce que tu as quelque chose à dire là sur ce point-là? Non, mais c'est très bien. C'est vrai que quand on commence dans les deux magasins de travailler sur la qualité, et puis il faut que les producteurs soient bien sûr en relation avec les bouchers.
mettre éventuellement en place des cahiers des charges, ben, c'est sûr que ça tire tout le monde vers le haut, quoi. Après, qu'il y ait une diversité, c'est vrai qu'on ait de l'agneau viande et de l'agneau laitier, moi, ça me choque pas. Le tout, c'est la transparence, quoi. On peut même avoir des prix différents. Le tout, c'est que le client en face, il sache ce que c'est et à qui ça appartient. Ça, c'est pas un souci, c'est ce qui fait la richesse, quoi. Mais c'est vrai il y a un moment, il y a des animaux qui doivent pas rentrer, quoi. C'est clair que, bon, là, vous êtes quand même sur des gros magasins, mais on a des petits magasins, parfois. Alors, c'est vrai que pas forcément en service arrière, même en libre service. Il y a des animaux qui devraient pas rentrer, quoi. Et ça tire tout le monde vers le bas, quoi, c'est clair. OK. Il y a des questions qui commencent à arriver, mais avant d'aller sur la question qu'a posée Florian, là, on a vu un peu tout ce qui concernait l'approvisionnement du rayon boucherie. On est passé très vite sur des tâches qui se voient pas trop, notamment sur l'étiquetage. Comment ça se passe? C'est à qui de faire ça et jusqu'où il faut aller? Peut-être par saveur fermière? Étiquetage en rayon? Oui, les viandes, comment elles sont étiquetées, qui s'occupe de cette tâche-là, Les bouchers. ça me semble important. Moi, c'est les bouchers qui s'en occupent. Enfin, c'est moi en règle générale. Donc, après, au niveau de l'étiquetage, je pense qu'on est pas mal. On a eu quelques soucis il y a quelques temps. C'était pas forcément toujours très bien, mais là, je pense on a un nouvel outil d'étiquetage. On s'en sort pas trop mal. Donc, comme on avait parlé la dernière fois, tout est étiqueté. Le nom du morceau, quoi, en fait, et c'est pas, comme on disait la dernière fois, c'est pas morceau à bourguignon, c'est collier de bœuf ou paleron ou jumeau. Enfin, tout est identifié en rayon, quoi. OK. Côté l'esprit fermier? Nous, c'est pareil, hein. Pour moi, c'est au boucher de remplir cette tâche-là. Le problème, c'est qu'il y a un manque de formation sur l'étiquetage par rapport à la réglementation en cours, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on s'est rendu compte de nos erreurs suite à une visite de la DDPP, hein. D'accord. Qui vous a demandé De rectifier le tir, ouais, en nous apportant des textes réglementaires. Et quand on les met devant le boucher, finalement, il ne les connaissait pas. Et les producteurs non plus. Après, pareil, en fait, comme Yves le disait tout à l'heure, il y a un manque de formation à la base, finalement, de nous-mêmes en tant que gérants et patrons, quoi. D'accord. Peut-être Yves, l'essentiel là sur ce point-là, sur les histoires d'étiquetage en rayon Alors boucherie. oui, bon, il y a une réglementation, hein, qui s'appelle règlement INCO, réglementation européenne. Et voilà, quoi. Donc, il faut l'appliquer. Alors après, en fonction des contrôles, ils sont plus ou moins, on va dire, exigeants, mais il y a un minimum à avoir. Et c'est vrai que cette réglementation, elle évolue. Et le boucher, si le gars il a passé son CAP boucher il y a 20 ans, la réglementation, elle a évolué, quoi. Donc, il faut bien qu'il y ait quelqu'un. Je pense que ça, c'est le boulot du référent sanitaire, puisque à partir du moment où vous avez un atelier, vous avez un plan de maîtrise sanitaire. Dans ce plan de maîtrise sanitaire, il y a un référent sanitaire qui va être bien sûr un producteur, ou après sur des grosses structures, ça peut être un responsable qualité, mais là on est plus sur des gros ateliers, c'est pas le cas chez vous. Mais il faut que le producteur ou les deux producteurs référents se mettent à jour régulièrement, surtout quand, bon, ces derniers temps, ça a quand même pas mal évolué, plutôt dans le bon sens d'ailleurs, il y a pas mal de flexibilité, mais c'est vraiment une veille sanitaire à avoir régulièrement, quoi. Sinon, la personne qui se dit, bah, tiens, on va s'occuper du sanitaire tous les 10 ans, bah, on est complètement largué, quoi. Alors, dans ces tâches non productives, ça c'est important, ce qui se voit pas, mais qui est absolument indispensable. Il y a toute la partie étiquetage, il y a toute la partie traçabilité, oui, mais il y a aussi toute la partie sanitaire qui s'occupe du plan d'autocontrôle, qui fixe les DLC. Ensuite, il y a toute la partie, ben, j'ai un nouveau producteur qui rentre, qui lui fait signer le règlement intérieur, qui lui dit qu'il faut faire une formation hygiène, qui lui dit qu'il faut respecter telle et telle et telle et telle tâche. C'est vrai que c'est lourd, ça. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, en faisant des formations dans les magasins, moi, je fais un petit audit tout le temps le matin, on se rend compte que c'est pas un problème de volonté, mais les gens, ils l'ont mis en place à plus ou moins à un instant T, et puis ensuite, il n'y a pas eu de suivi, quoi.
Et voilà, sur les plans de nettoyage, c'est classique, quoi. On a des produits au pif, on a des concentrations au pif, on a un plan de nettoyage, mais on a changé de produit, on l'a pas mis à jour. Et c'est souvent, je dirais, voilà, quand un contrôleur qui vient et qui voit que tout ça n'est pas à jour, ils peuvent associer ça à du laxisme. Souvent, c'est pas du laxisme, mais le problème, c'est qui fait quoi. Voilà. Et vous savez, c'est dans un magasin, vous avez plus de savon dans le distributeur, et le lavage des mains, c'est hyper important dans un magasin, surtout en service arrière. Si tout le monde croit que c'est l'autre qui va remplir, personne ne le remplit. On va passer une journée, il n'y a pas de savon dans le distributeur. Donc, ce n'est pas la peine d'aller faire des grands discours si les tâches de base ne sont pas respectées. Donc, on va mettre un règlement intérieur précis qui met du savon dans le distributeur, etc., etc. Aujourd'hui, on est à 30 tâches comme ceci. Voilà. La semaine dernière, dans un magasin où j'étais dans le sud, j'ai trouvé bien, il n'y a pas d'atelier, il y a simplement du service arrière, mais c'est vrai qu'il y a dans les tâches qui sont donc demandées aux producteurs qui est de permanence au magasin, en plus de tout l'aspect commerce, eh bien, le producteur doit arriver 1 heure avant et il a tout un tas de tâches en lien avec le sanitaire, en lien avec la traçabilité, qui sont notées et qu'il doit appliquer. Et au fur et à mesure qu'il fait ces tâches, il doit signer en face. J'ai fait mes relevés de température, j'ai validé les DLC, j'ai viré ce qui n'était pas bon, j'ai nettoyé là, j'ai remis du savon. Et c'est des petites choses qui paraissent complètement anodines au départ, mais c'est sur des petites conneries comme ça que derrière, ça pose problème. Et voilà, il y a quand même des choses. Voilà, alors je cite jamais quand ça va pas, mais là c'était en l'occurrence sur le magasin de Pézenas et j'ai trouvé bien d'avoir mis ça en place dans toutes les tâches. Donc il y a quand même des possibilités, mais il faut qu'il y ait une implication et savoir qui fait quoi. Et c'est vrai que toutes ces tâches-là, qui paraissent secondaires, c'est tout le temps là-dessus que les problèmes commencent et que ça peut générer des problèmes sanitaires, des problèmes de contrôle. Qui fait quoi c'est pas toujours moi qui vais me taper ça. Voilà. Et ça demande souvent, à l'issue des formations, une grosse réunion. On remet les choses à plat, qui fait quoi, et on l'écrit. Ok. Des exemples sur côté savoir fermière, toutes ces petites choses dont vient nous parler Yves, comment vous les réglez, comment vous les régulez? C'est vrai que on avait mis en place on a en place un plan de maîtrise sanitaire, un règlement intérieur, un plan de nettoyage qui est difficilement suivi, mais qui est quand même suivi, quoi. C'est un de l'équipe boucherie là qui suit et qui note qui nettoie quoi au sein du labo. Chaque semaine, quoi. Donc, on a un plan qui est hebdomadaire, mensuel, enfin en fonction des locaux, des appareils et du matériel. Pour les suivis température, on a investi dans des sondes automatisées dans toutes les chambres froides et les pièces, quoi. Ça nous a permis de quand même simplifier le travail par rapport à ça parce qu'il y en avait beaucoup et voilà, on a fini par le faire, quoi. Là, c'est pareil, on fait des travaux dans notre deuxième magasin et c'est prévu également d'avoir des sondes automatisées, quoi, toutes centralisées. On a une clé USB si on veut les récupérer, on a tout l'historique. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, là où on pêche, c'est sur les autocontrôles, les petites boîtes de pétri ou les choses comme ça. Bon, on aura l'occasion d'en reparler avec Yves, mais c'est vrai que c'est pas fait assez régulièrement. Bon, après, on a des contrôles. On a néanmoins des contrôles mensuels d'un labo extérieur qui vient tester nos échantillons et qu'on teste à tour de rôle. Donc ça c'est plutôt bien, enfin tout ce qu'on produit. Et après, on a toujours voulu impliquer un producteur. On l'a fait d'ailleurs. Yves était venu. Ça remonte maintenant. Ça fait plusieurs années. On avait mis en place des référents. Il y avait 2 référents à l'époque. Alors il se trouve que ces référents ont été référents pendant 1 an. Et ils ont lâché l'affaire, voilà, ça a glissé, ils ont lâché l'affaire. D'ailleurs, je pense qu'il y en a un des 2 qui n'est plus dans le magasin. Ça n'a pas été bien suivi, quoi. Et c'était très mal suivi, en fait. C'est là-dessus que ça pêche toujours. Et c'est dans l'implication, en fait, du producteur, quoi, et dans la continuité, quoi. Quand vous avez un producteur très responsable qui fait un gros chiffre d'affaires sur le magasin, il peut imaginer avoir des responsabilités vraiment fixes. Et je pense que c'est envisageable. Après, quand vous commencez
impliquer des producteurs qui sont un peu plus loin, qui viennent un peu moins régulièrement ou qui font un plus petit chiffre et qui, du coup, vont moins s'investir, et ben, c'est difficile. Donc, nous, on a quand même tendance à le faire par des salariés, toutes ces petites tâches. Voilà, mais bon, on est 15 et c'est vrai que ces petites astuces, le qui fait quoi, faut qu'on le refasse, quoi, parce que on le fait, mais faudrait le réactualiser régulièrement. Il y a du turnover aussi dans une équipe. Là, Cédric est chef depuis le début de l'année. Voilà, il a eu un prédécesseur pendant 4 ans qui a apporté d'autres choses, mais qui a aussi été laxiste sur beaucoup de points. Voilà, il faut que Cédric puisse reprendre tout ça avec mon accompagnement, avec l'accompagnement d'intervenants extérieurs. C'est aussi pour ça qu'on va faire revenir Yves bientôt. C'est pour remettre toutes les choses à plat et puis repartir sur des bonnes bases, quoi. Et effectivement, l'exemple du salon est très bon. Ok. Alors, le temps passe vite puisqu'on a bientôt cette émission est bientôt terminée. Peut-être pour terminer, chacun, si vous aviez un conseil ou quelque chose d'important à dire à vos collègues qui ont aussi des rayons en boucherie ou à des porteurs de projets sur ce rayon-là, qu'est-ce qui vous semble vraiment très important? On a déjà dit plein de choses. Hein. Moi, je redirais ce que Yves disait tout à l'heure, c'est de prendre le temps, en fait, de poser les choses et de prendre du recul. Même là, prendre 1 heure avec Cédric pour discuter de ça avec vous, je trouve que c'est très bien. Je pense que Cédric, c'est important qu'il entende que ces problématiques, elles existent partout, mais qu'il y a des solutions et que en prenant le temps de se poser, de s'asseoir à une table, d'écrire les choses et de réfléchir au déroulement de l'année à venir, des prochaines années, et d'essayer de se projeter un peu sur les prochaines années, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. D'inviter 1 ou 2 producteurs référents autour de la table et de parler, de mettre en évidence tout ce qui va pas, mais tout ce qui va aussi, et puis de se donner un peu une ligne d'objectif, quoi. Mais surtout prendre du recul, voilà, c'est important parce que dans ces unités de production, que ce soit en découpe, transformation, fabrication, vente, commercialisation, on a le nez dans le guidon toute la journée, vous le savez bien. On s'en rajoute des tâches en permanence et du coup, on le fait pas assez, quoi. On fait pas ça assez de se poser, de réfléchir un petit peu. Et pourtant, ça aide vraiment au quotidien, quoi. Ok. Cédric, avec ta casquette de chef de rayon boucherie, là, qu'est-ce qui te semble vraiment important? Alors, je pense que oui, ce qui est important, c'est de travailler avec les producteurs, qu'ils s'impliquent, qu'ils soient là, parce que voilà, c'est les producteurs, c'est les patrons, c'est les fournisseurs, ils ont plusieurs casquettes aussi, et c'est leur magasin, donc c'est bien qu'ils soient présents pour nous, pas forcément pour nous aider, mais pour nous accompagner un peu, pour montrer qu'ils sont là, qu'ils ne sont pas juste là pour poser une carcasse de viande et repartir, quoi. Ou un cajot de légumes, ou peu importe, je parle pour moi. Et donc, je pense que l'implication et puis mettre les choses au clair, mettre les choses à plat et travailler ensemble, c'est important. Ok, merci. Aurélien, peut-être pour l'esprit fermier, qu'est-ce qui te semble le plus important? Moi, par rapport à ce qui a été dit, j'ai retenu quelque chose là que Yves il a dit tout à l'heure. Finalement, c'est plutôt peut-être faire moins, mais de meilleure qualité pour avoir des clients qui soient vraiment satisfaits et puis peut-être améliorer nos marges juste par rapport à ça, quoi. Aujourd'hui, je pense qu'on a des clients qui sont prêts à mettre le prix pour venir dans nos magasins et il ne faut pas bâcler la qualité effectivement des produits qu'on leur sert. Donc, c'est plutôt quelque chose que j'ai déjà tendance à dire aux équipes, c'est tant pis, je préfère manquer d'un produit, mais le produit qu'on aura vendu sera de bonne qualité que de vendre des produits qui sont pas beaux, qui sont moins bien et où le client ne reviendra pas derrière de toute façon et il nous fera une mauvaise pub, quoi. Donc effectivement, il faut peut-être savoir dire non à un moment donné pour que le client revienne et puis franchir des paliers peut-être petit à petit, quoi. Ok. Alexandre, ton point de vue de producteur? Moi, mon point de vue de producteur, ce que je retiens là, c'est surtout que pour faire avancer les choses, il va falloir se former, quoi. Et il aurait fallu se former un peu plus avant l'ouverture du magasin pour comprendre le métier des gens avec qui on travaille, quoi.
comprendre tous les aspects. Et puis voilà quoi, oui. Enfin moi ça c'est ce que je retiens aujourd'hui quoi. Ouais. Essayer d'avoir une meilleure maîtrise de ce qui se passe dans notre magasin quoi. Surtout dans l'atelier boucherie. Voilà. Ouais. Faut aller dans le Cantal, il y a des belles aubracs Ok. pour aller voir les élevages. Yves? Oui, je vais prêcher pour ma paroisse, c'est clair, mais la formation, et si elle est partagée avec les producteurs et les bouchers, c'est intéressant parce que ça permet de se retrouver dans un cadre autre que le cadre du boulot. Et puis de sortir, c'est vrai, de son magasin, des fois, c'est toujours intéressant. Et puis, voilà, comme disait Ghislaine, prendre le temps et lever la tête du guidon de temps en temps, quoi. OK. Alors, ce que je vous propose, c'est on a presque consommé tout le temps qui nous était imparti, mais on va quand même prendre 5 minutes. Il y avait quelques questions. Alors, j'ai un petit souci, j'arrive pas à voir les questions. Donc, ceux qui en ont posé dans le chat, là, si vous pouvez rallumer vos micros et puis vos caméras. Ah ouais, c'est Florian. Si on a un appro suffisant sur les différentes espèces, combien représente le porc, bœuf, etc. Donc, la répartition entre les différentes espèces. Est-ce que vous avez quelques repères là-dessus ou... Je dirais que Il ne ça. faut pas oublier la volaille surtout. La volaille, c'est important. La répartition chiffre d'affaires, en fait, c'est ça. Hein. Aurélien, il a peut-être plus les chiffres là aujourd'hui que moi, non? Ouais, comme ça, Moi, j'aurais dit. de tête, je pourrais pas te les donner, mais Ouais. Moi, j'aurais dit comme ça. 50% pour tout ce qui est porc charcuterie. Du chiffre d'affaires du rayon boucherie, hein, je pense Oui. à peu près. Hein. Et puis, ouais, non, il faut pas que je me trompe parce qu'il faut pas qu'il manque des pourcents à la fin. Quoi, Non, mais bon, sans rentrer dans trop de détails, cet aspect-là, il a été pas mal analysé dans le programme national, le projet national Mac Pro. Et il y a des très bons points de repère qui ont été produits sur, voilà, et ça peut varier suivant les régions aussi, bien sûr. ouais. Voilà, Ouais, on a puis le lien. selon le magasin, le remise directe, enfin le service trad ou alors libre service, ou les deux, ça peut faire évoluer la proportion, quoi. Il y a Aurélie Lyon là, de Terre d'Envie qui nous a mis le lien pour aller vers le, le site internet du projet Mac Pro. Et vous avez, il y a tout un dossier, hein, notamment sur la conception, enfin, raisonner la conception du rayon boucherie, et avec des bons points de repère qui ont été faits sur la base d'analyse de chiffres des magasins de producteurs. Donc. Eh bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y en aurait sans doute beaucoup, mais là, on va être obligé de s'arrêter là. Donc, on touche à la fin de cette émission-là. Je voudrais particulièrement remercier tous les intervenants là aujourd'hui. Vous avez pris du temps. On s'était fait une petite réunion de préparation la semaine dernière, plus le temps passé là. Donc, merci beaucoup à vous. C'est grâce à vous que ça peut se faire. Donc, bravo. Et puis, juste pour dire que vous pourrez retrouver prochainement le compte rendu de ce webinaire et l'ensemble. On l'a retravaillé un petit peu pour enlever quelques passages là qui sont pas utiles. Mais vous retrouvez l'essentiel sur le site de Tram, www.tram.org. Même si on est en pleine réorganisation du site, donc ça sera peut-être pas avant les fêtes, mais à partir de janvier, ça sera prêt. Et puis remercier Pauline là ma collègue qui a assuré toute la logistique de cette émission. Voilà. Il nous reste à nous dire au revoir. À vous souhaiter une bonne après-midi et surtout de bonnes fêtes avec de la bonne viande que vous trouverez dans tous les magasins de producteurs. Merci. Tout à fait. Merci. Merci à vous. Et du coup, les intervenants, on reste en ligne. OK. Voilà, merci à tous ceux qui ont participé à la visio. Et du coup, on vous laisse partir. Nous, on débriefe juste pendant quelques minutes. Voilà. Hop. Bon, il y en a 2, 3 encore qui sont pas partis, mais c'est pas grave, on n'a rien caché. Donc.
Bon, écoutez, ouais, merci pour votre participation. Votre ressenti là après cette heure là, comment vous avez vécu la chose? C'est intéressant, hein. C'est intéressant de pouvoir Ouais. partager. Enfin, les réponses de Yves nous interpellent et nous demandent à nous remettre en question. Tout comme les remarques aussi de Saveurs Fermières à Limoges, il y a pas mal de points à travailler, quoi. Ouais. Notamment aussi sur l'investissement des producteurs, parce que de temps en temps, c'est pas forcément les plus éloignés et ceux qui font le moins de chiffre d'affaires qui sont les moins investis. C'est Ouais, sûr. je repense à ce que Yves disait tout à l'heure, mais là, bien penser le labo, c'est indispensable. Et alors nous, tu le sais, tu es déjà venu. Ben ouais. Voilà, c'est une catastrophe, quoi, hein. Ouais. Voilà, nous, ça a été pensé pour la découpe à la base, et puis on s'est retrouvé à faire de la charcuterie parce que il n'y a pas de producteur qui fait de charcuterie en Limousin, ou très peu. Et on se retrouve aujourd'hui avec, ouais, on fait quand même 200 000 euros de charcuterie, ce qui est pas rien. 900 000 euros de viande et 200 000 euros de plats cuisinés dans un atelier qui n'est pas du tout conçu pour ça, quoi. Il faut être réaliste, quoi. Et du coup, en termes, alors, ça se passe globalement bien, mais c'est vrai que c'est pas du tout adapté. Enfin, voilà, pour avoir vu d'autres labos, j'aurais envie de tout Et puis ce qui est casser. dommage, c'est que voilà quoi, c'est aussi au départ. Enfin bon, toi t'es pas là, mais c'est les quelques erreurs du départ, ça coûte cher parce qu'un labo, Oui, tu ne pas ça comme ça quoi. mais Donc c'est vrai que c'est pour ça que ceux qui sont en projet, bon vous bien sûr. c'est fait, c'est justement une contre-expérience, mais il faut qu'ils prennent le temps et souvent ça va trop vite, quoi. Ouais. Mais comment Ils se posent pas les bonnes questions, quoi. C'est ça. Mais il y a 20 ans, quand ils ont créé le magasin, ils se seraient jamais imaginé qu'on en serait là aujourd'hui, Ouais. quoi. Oui, c'est ça. Et on pensait faire une petite boutique de quartier. Et à petite l'époque, boutique. les producteurs faisaient la charcuterie et livraient la charcuterie Ouais. toute faite au magasin. D'accord. Ces Oui. producteurs Ouais. n'existent plus à Saveurs Fermières et plus aucun de ceux qu'on a ne peut le faire. Ah oui. Ouais. Ouais, Donc, le il a contexte a fallu changé, quoi. s'adapter, quoi. Ouais. C'est dommage. Mais bon, Ok. D'autres réactions là sur comment vous avez vécu l'émission là? ça touche les murs. Ça va, les autres? Non, bah, Alexandre? ouais, non, mais c'était intéressant de voir un peu, d'échanger un peu plus en profondeur, quoi, et puis de voir, ouais, la discussion, les conseils de Yves, ça, c'est intéressant. Moi, j'ai envie d'aller plus loin, là. Ouais. Ces questions, là, sur la formation, avoir un petit peu plus de technique, quoi. Parce que, bon, nous, pour l'instant, les locaux, ça va. On a gagné de la place puisqu'on fait moins de chiffres. Donc, Oui, d'accord. mais après, ouais, non, nous, c'est les questions techniques de compréhension de ce qui se passe dans notre atelier de découpe. Et puis, bah ouais, comment se rendre utile, quoi. Parce que moi, je viens faire mes permanences tous les mardis au magasin. Bah, je suis en service arrière, quoi. Je sers les clients à longueur de journée. Mais à une époque, j'allais filer un peu un coup de main en boucherie, mais voilà, comme je disais, pour faire des paupiètes, j'aimerais bien me rendre utile sur le reste, quoi, sur la partie entre guillemets administrative, gestion, les questions de voilà, aborder ces questions-là, quoi. Mais je pense il faut plus de technique que ce que nous on a, quoi, pour avoir une vision globale de ce qui se passe dans la boucherie, quoi. Ouais, c'est sûr. Et puis bon, il y a Voilà. des choix hyper importants à prendre en amont qu'on ne peut pas prendre si on n'a pas un minimum de connaissances, quoi. Bah Et voilà. je vois là des trucs tout bêtes, quoi. Bon, j'y reviens souvent là-dessus, mais c'est quelque chose de fondamental. C'est le choix du matériel, le choix recruteur. Bon, mais là, dans un groupe qui est en projet, où ils viennent avec le boucher, on a passé une demi-journée. Le boucher il a dit non, non, mais moi je ne travaillerai pas au cutter. Hein. Moi j'ai toujours travaillé au hachoir, je ne travaille pas au cutter. Bon, ben c'est à la fin de la première demi-journée, ils n'avaient pas tranché. Et par contre, quand on est allé dans l'atelier au bout d'une heure, il était convaincu. Il a dit, mais je ne savais pas que ça servait à ça un cutter. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, ça fait partie. Il y a plein d'éléments, mais un des éléments de la qualité, dans un atelier, quand on veut faire de la charcuterie, on ne travaille pas au hachoir, quoi. Ça, c'est pour l'industrie. Si le boucher, il ne sait pas, il ne peut pas l'inventer. Si le producteur, il ne sait pas, il ne peut pas l'inventer. Et ce n'est pas la faute du boucher. Il va refaire
ce qu'il a fait, ce qu'on lui a appris. Voilà. Ouais, Donc, non, voilà. mais... Et ça, c'est voilà, tous les gens qui sont passés chez nous en amont, qui ont pris le temps de faire des formations, personne n'a de hachoir dans l'atelier, il y a un cutter. Ouais. Si le gars, on lui dit, bon, maintenant, tu vires le sel nitrité, c'est fini. Non, c'est pas suffisant, ça. OK, je vire le sel nitrité, mais dites-moi ce qu'il faut que je fasse, quels sont les moyens que j'ai pour compenser et avoir un produit qui se tienne, une couleur, sans avoir de nitrite, etc., etc. Mais c'est vaste. Hein. Et là, aujourd'hui, c'est déterminant parce que on est à un tournant. On est à un tournant où aujourd'hui, tout augmente. Du coup, ce qui me fait un peu peur, moi, là, il faut bien que vous en ayez conscience, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde les rayons grande surface, il y a du bas de gamme, du très bas de gamme, comme il y a toujours eu, qu'il y aura toujours. Mais on se retrouve en grande surface avec des produits, je vous promets, de qualité, qu'il n'y avait pas il y a 10 ans. Et moi, ça me fait peur. Et quand je vois des producteurs qui sont encore au nitrite, au hachoir et complètement largués, je me dis, mais le client, qu'est-ce qu'il va aller foutre dans un rayon trad de magasins de producteurs alors qu'il va avoir du nitrite, il ne va pas comprendre et qu'il va aller en grande surface et eux, ils vont le communiquer, quoi. Et moi, ça me fait peur. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a longtemps que je le dis, il y a 20 ans que je le dis, ça passait parce que c'était la mode, produits fermiers et tout. Aujourd'hui, ça passera plus, quoi. Ça passera plus. S'il n'y a pas un produit vraiment de super qualité et qu'on soit capable à l'expliquer. Moi, la semaine dernière, il y a 15 jours, j'étais au Pays Basque dans un magasin de producteurs. Aujourd'hui, voilà, c'est frustrant pour eux parce que vu l'augmentation de leurs coûts, ils ont des prix de vente qui sont hyper élevés sur un produit de qualité. Bon, aujourd'hui, ils vendent le jambon sec à 110 € le kilo, le saucisson à 70, la côte de porc, elle est à 32. Enfin, bon, voilà. Et ils ont été obligés pour garder leur marge par rapport à toutes les charges et tout. Eh bien, ils n'ont pas perdu tout 2000. Alors, on ne compare pas par rapport à 2020, quoi, mais si on compare par rapport à l'année 2010 avant Covid, ils ont maintenu leur chiffre d'affaires quand il y en a plein qui baissent en ayant des prix élevés. Par contre, c'est un produit vraiment de qualité. Et aujourd'hui, il y a des gens qui vont faire les courses, ils me disaient, des Bordelais qui viennent une fois par mois faire le plein à 3 heures de chez eux, bon, tout en se baladant, quoi. Et ils ont cette clientèle-là. Donc, c'est l'extrême, mais je veux dire, si vous partez pas sur un créneau qualité, qualité, qualité à fond, ça va être compliqué à l'avenir. Et ça s'apprend, ça s'explique, et il faut que les producteurs en soient convaincus, que le boucher en soit convaincu, et ça commence par une matière première de qualité, derrière toute une base de découpe, de techno, de maturation qu'il faut mettre en place. Il faut avoir les outils qui le permettent aussi. Par contre, une fois qu'on a fait ce boulot-là, c'est là où il va falloir communiquer. Et souvent, les producteurs, il y a des super produits, mais par contre, quelle mauvaise communication. Voilà, là, il y a 15 jours, dans un magasin, je vois du jambon cuit sans sel nitrité. C'est super beau. À midi, on le goûte au casse-croûte. Et on va l'après-midi faire le tour des rayons, boucherie. Je dis au producteur, mais où c'est marqué qu'il n'y a pas de nitrite dedans? Oh, mais le boucher le dit de temps en temps. Mais j'ai dit, mais non, mais fous-moi une grosse affiche, communique là-dessus. Tu as un produit en or, et il est bradé, quoi. Il est bradé. Donc, c'est vers ça qu'il faut aller, quoi. Ok. La communication, c'est super important. Au-delà même de la qualité des produits, je veux dire, on peut faire passer un message. On peut faire passer un message par la communication, par toute forme de communication, hein, que ce soit l'ambiance dans le magasin, communication active. Et nous, on est très mauvais pour ça. En plus d'être mauvais en boucherie, on est mauvais en communication. Ouais. C'est vrai que c'est complexe votre boulot, mais moi, je vois la semaine dernière, il y a un magasin, ils ont des agrumes. Bon, super, hein, des oranges, mandarines. Bon, j'étais dans l'Hérault. Hein. Super, un petit truc avec. Alors, moi, j'ai vu un magasin dans le Pas-de-Calais qui avait des agrumes et des bananes. Ça venait pas du Pas-de-Calais. Bon, ça n'a pas duré longtemps. C'est rassurant. Et 2 ans après, il fermait. Bon, il n'y avait pas que ça qui n'allait pas. Et là, des produits de producteurs, c'est marqué nulle part. Et alors, volontairement, je leur dis, vous les achetez où? En Espagne ou au Maroc, les oranges? Ben non, c'est un producteur. Je dis, mais marquez-le, ça c'est le minimum.
Ouais. Tous les gens qui rentrent dans un magasin ne savent pas ce que c'est qu'un agriculteur, qu'un producteur, comme ceux qui rentrent, que vous connaissez, qui sont là toutes les semaines, ceux-là, c'est gagné. C'est les autres qu'il faut convaincre et ça fait partie de ça. Il y a des choses toutes simples à mettre en place en communication positive, quoi. OK. Bon, je vous propose d'en rester là. Ben, encore merci pour tous ces échanges. On aurait bien continué un bon moment. Là. Faudra s'en refaire une. Faudra s'en refaire une. OK. Donc après, moi je vous renverrai les liens aussi vers l'émission une fois qu'elle sera en ligne, si vous voulez la revoir, tout ça. Et puis la diffuser. Hein, vous avez vu, il y a des gens qui peuvent le faire venir en direct, et puis il y en a plein après qui regardent en lien, et puis on peut s'en servir aussi quand on accompagne. Hein, donc, si vous voulez approfondir ça, il y a des liens avec ils regardent ça à tête reposée quand ils ont le temps. Donc c'est aussi pour ça. C'est pas exclu qu'on fasse pas un article aussi pour notre revue Travaux et Innovation là. On avait déjà fait un avec Yves là sur quelques points de repère sur les ateliers de découpe et transfo là, il y a quelques temps. Et donc là, je verrai ça avec mes collègues là qui écrivent les articles. Ok. Bon, écoutez, merci à toi. Merci à beaucoup, vous. hein. Merci. Et à très bientôt. Très bien. Au revoir. Merci. Allez, Au revoir. merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.